Merci beaucoup à tous d'être là. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Madame Anne-Laure Delcourt, attachée au niveau de la coopération belge de l'ambassade de Belgique. Bonjour. Chers participants, aujourd'hui, chers collègues, chers entrepreneurs, chères autorités, chers tous en vos rangs et qualités respectifs. En fait, c'est un plaisir pour moi d'être ici. J'étais là depuis hier. J'ai bien participé hier aussi à la session des Private Sector Days organisée par Annabelle dans le cadre du programme de coopération gouvernementale entre le Sénégal et la Belgique. J'ai trouvé que c'était des échanges très, très intéressants hier. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. J'ai surtout moi-même appris beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat au Sénégal à travers les témoignages principalement. Je pense que c'est l'avantage de ces sessions de ces 2 jours en fait, c'est de réunir en fait plusieurs acteurs, mais surtout aussi les entrepreneurs même. Et ce qui me fait plaisir surtout, c'est de voir justement que parmi les entrepreneurs présents ici, il y a beaucoup de femmes. Et c'est ça qui fait quand même la force. C'est la force de l'économie, c'est la force de l'économie sénégalaise, c'est les femmes. Et madame, j'ai oublié votre nom, mais je vous ai très bien écouté hier, votre plaidoyer hier. Je pense qu'elle était très forte. Je suis tout à fait d'accord, je vous suis entièrement. Je pense que trop souvent, on ne reconnaît pas assez, justement, tout ce que fait la femme en général. C'est finalement, quand on voit ce que les femmes font, elles rassemblent quand même tous les moyens pour pouvoir entreprendre. Elles rassemblent ce qui est nécessaire. Et pas seulement ça, elles rassemblent tout ça. Elle a son propre entreprise, que ce soit formel, informel. C'est la même chose. Elle donne aussi la possibilité souvent, justement, à travailler avec d'autres femmes dans la communauté, rassembler les femmes autour des activités génératrices de revenus. C'est ça qui est important. Parce que c'est aussi les femmes, finalement, qui par après, avec ces revenus, aussi investissent dans leurs enfants, investissent dans leur famille, investissent dans la communauté. Et c'est de là, finalement, que vient le développement. Alors, très honnêtement, je suis fière d'être ici pour pouvoir ouvrir cette session qui est justement donne un accent, une attention particulière à la situation des femmes. On a écouté hier aussi et aujourd'hui tous les défis qui sont là pour l'entrepreneuriat en général au Sénégal, pour pouvoir entreprendre tous les défis qui sont là, l'accès au financement, l'accès au marché, le problème des infrastructures et plein d'autres problèmes qu'on a pour pouvoir vraiment déclencher une entreprise. J'ai fort apprécié les témoignages qui ont été donnés hier et aujourd'hui pour pouvoir y arriver, tous les problèmes qu'on a, sachant que pour les femmes, justement, souvent, ce n'est même pas reconnu, c'est même pas visible. Si on ne considère même pas les femmes dans leurs activités comme entrepreneurs, ben, on ne reconnaît pas non plus les défis. Alors, voilà. Cette session, justement, est dédiée à cette question. Je suis très curieuse de vous écouter, vous, au niveau du panel, aussi l'audience qui est là. Je pense que vous avez beaucoup d'informations, vous avez beaucoup d'éléments que vous pouvez apporter à notre réflexion. C'est vrai qu'au niveau de la Belgique, on est là avec tous nos partenaires pour appuyer l'entrepreneuriat des femmes. Mais on le fait seulement sur base de l'écoute de vos histoires, de vos témoignages. Et on a besoin que vous disiez ce que vous avez besoin, quels sont vos défis et là où on peut vous appuyer. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Oula. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu les règles du jeu. Comment ça va se passer? Donc, je vais poser quelques questions aux panélistes, mais en même temps à vous. Donc, l'idée, c'est que je connais certains d'entre vous. Je vais vous interroger un peu comme ça. Je suis un peu réo comme personne, donc je vais tutoyer tout le monde. Il faut m'en excuser. Et derrière ça, on veut vraiment créer un échange un peu entre tout le monde. L'idée, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'on s'écoute entre nous. Donc ça veut dire quand vous avez la parole, voilà, pendant 2-3 minutes, vous pouvez aussi répondre à la question, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon après ça devient vite compliqué. Donc c'est juste ça un peu la règle du jeu. Donc rapidement, salam alaikum, nagadef, nyoufou, je suis mariée en Serer, je dis très mal, donc je suis désolée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va se focaliser sur les solutions. On les connaît, les problèmes dans l'entrepreneuriat des femmes. On les connaît, on en a parlé plusieurs fois. Donc nous, on a vu à peu près 6 ou 7 problèmes qui sont liés à l'entrepreneuriat des femmes, mais pas que. Il y a l'accès au financement, il y a l'accès à la formation, il y a aussi toute cette pression sociale, voire familiale qu'on peut avoir. Est-ce que les lois sont les mêmes pour les hommes ou les femmes? Et j'en passe. Donc aujourd'hui, on va vraiment avoir une note positive et se focaliser sur les solutions qui ont été faites ou testées par vous, vos retours d'expérience, et aussi, est-ce qu'aujourd'hui, être une femme dans un contexte sénégalais, être jeune, est une contrainte ou une opportunité? Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement les panélistes. Je vais leur donner la parole à chacun pour qu'ils se présentent, et ensuite, je commencerai par la première question. Donc, avec grand plaisir, je vous présente Lambaka. Lamba, tu peux te présenter. Allô. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lamba. Donc, je suis la présidente fondatrice de l'association Impactel Accélère. Donc, nous sommes une structure qui accompagne les femmes entrepreneurs en milieu rural, notamment dans la zone sud, donc tout ce qui est Casamance, Kolda, Ziguinchor et un peu le centre du Sénégal à Mbour. Et donc, je suis ravie d'être là et de partager notre expérience avec vous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Nefat Houssen, je suis la directrice exécutive d'Afrique-Innov, donc qui est une organisation panafricaine qui renforce les compétences des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et je suis également porteuse de projets, donc à la tête de plusieurs initiatives, donc dans l'accompagnement des entrepreneurs en Afrique, mais aussi dans la valorisation des produits made in Sénégal. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sini Samba, je suis la cofondatrice de l'entreprise Le Lionceau qui est spécialisée dans la nutrition infantile. On fabrique des aliments pour les bébés à base de produits locaux. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience avec les femmes. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Esguin, je suis un homme. Et merci pour l'invitation. Et je suis ici avec 3 casquettes, une seule tête mais 3 casquettes. Je suis entrepreneur en Belgique. J'ai une société de communication et d'événementiel. Je suis aussi entrepreneur au Sénégal puisque j'ai créé avec des amis ici une société au Sénégal il y a 3 ans. Et je suis ici aussi au titre de directeur d'un nouveau projet qui vient d'être lancé il y a quelques semaines, qui est la fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives, dont un des objectifs précisément est de booster l'entrepreneuriat dans ce secteur. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer par les questions. Donc, Fatou, ça va être toi la première. Du coup, quelles sont les solutions que vous avez pu mettre en œuvre ou mis en œuvre pour favoriser à la fois l'entrepreneuriat des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes? Parfois, c'est corrélé. Alors, donc pour répondre à cette question, je vais prendre ma casquette de directrice d'Afrique-Innov et donc je vais vous parler un peu donc, de certains incubateurs qu'on a au sein de notre communauté.
Donc aujourd'hui, on fédère une communauté de plus de 130 structures sur 26 pays en Afrique et on a certains incubateurs qui se sont spécialisés dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont proposer des programmes d'accompagnement, des services et des outils qui sont pensés pour répondre aux défis que rencontrent les femmes entrepreneurs, que ce soit dans les zones rurales ou dans les grandes villes. L'idée derrière cette spécialisation de ces incubateurs, c'est de vraiment pouvoir apporter à ces femmes donc, des solutions et des services qui correspondent vraiment aux challenges et aux défis qu'elles rencontrent. Donc, on a parlé de l'accès au financement, qui n'est pas forcément toujours évident pour les femmes entrepreneurs. On a parlé de l'accès au marché, ou pouvoir accéder à certaines structures, certains ministères, parce qu'on sait que parfois, nous les femmes, on a tendance à moins oser ou moins aller demander de l'aide. Donc, qui vont vraiment pouvoir faciliter ces différentes étapes-là pour les femmes entrepreneurs. Et ça vient avec aussi un accompagnement technique et un appui technique qui est classique à celui que peuvent avoir les hommes. Donc, sur vraiment faire son business plan, son marketing, etc. Donc, vraiment un focus en général plus porté sur les soft skills et donc pouvoir vraiment donner cette confiance dont certaines femmes manquent parfois pour lancer leur projet. Merci beaucoup. J'en profite du coup à commencer à poser les questions au public. Donc je sais qu'ici nous avons Michel de l'AUF et j'ai une question à te poser. C'est comment aujourd'hui une institution peut favoriser l'entrepreneuriat des femmes ? Bonjour tout le monde, merci la Miss. Une question qui me prend un peu au dépourvu, mais je vais essayer de donner ce que je pense et qui n'engage que Michel. Puisque nous sommes dans l'entrepreneuriat, c'est pour moi l'occasion de vous remercier parce que l'AUF, se positionnant sur l'entrepreneuriat, ne pouvait pas rater ce genre d'événements qui sont pour nous des occasions de se connecter à l'écosystème. Mais sur la thématique, mais plutôt ciblée vers les jeunes étudiants diplômés ou en cours de formation et sans faire de différence étudiante ou étudiant, on englobe tout le monde. On englobe tout le monde avec peut-être même une disons, part bien privilégiée pour la gente féminine parce qu'on œuvre un peu aussi dans cette promotion du genre. Et donc, ce qu'on a jusqu'ici entrepris n'était pas que spécifiquement orienté vers les femmes, mais nous encourageons justement et sommes très très heureux de constater que les femmes investissent ce créneau. Pour ce qui est de l'Agence universitaire de la francophonie, au travers des programmes que nous sommes en train de mettre en place et des dispositifs que nous avons installés ici et là, nous faisons de sorte à encourager cette dynamique du côté de la gente féminine, mais pas que. Mais il est clair qu'avec des partenaires qui en font une priorité, une cible prioritaire, l'agence reste tout à fait disposée à des collaborations qui peuvent peut-être déboucher sur des programmes spécifiquement pensés pour appuyer ou promouvoir ou aider en tout cas à ce que ces dynamiques ou ces entreprises éclosent. Merci. Merci beaucoup. Donc, Miss, oui. je peux juste compléter. Donc, moi, je m'appelle Alun Faye. Je m'excuse de couper ton programme. Je vais compléter mon collègue un peu sur les dispositifs, peut-être. Je travaille à l'AUF. Donc, nous, on a deux mécanismes qui peuvent aider les entrepreneurs à grandir un peu. On a ce que l'on appelle les centres d'employabilité francophones, qui existent à Dakar et dans la région de Thiès et dans la région de Ziguinchor aussi. Au Sénégal, dans d'autres pays aussi, comme le Cap-Vert, etc. Mais ces dispositifs aident les étudiants dans leur projet d'entrepreneuriat. Et c'est des dispositifs classiques comme ceux qu'on retrouve en dehors de l'université, soit incubateurs ou bien autres lieux qui accompagnent des entrepreneurs, où ils trouvent des formations, des coachings, etc., etc. Il y a ce que l'on appelle aussi le statut étudiant-entrepreneur qu'on est en train de concevoir avec le ministère de l'Enseignement supérieur et qui va à terme être institué à travers une loi ou un décret que le ministère va prendre, mais qui permettra aux jeunes qui sont étudiants inscrits dans une université de pouvoir, à travers ce statut,
avoir beaucoup d'autres facilités et en même temps poursuivre leur curriculum de formation universitaire tout en développant au fur et à mesure leur projet entrepreneurial. Donc c'est ce que je voulais dire en complément. En termes d'observation, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus les jeunes femmes innovent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater nous. On a un concours qu'on appelle ma thèse en 180 secondes. Et la lauréate, on a eu trois années d'affilée où on n'a que des lauréates et qui ont des projets hyper innovants. Et cette année, celle qui a gagné, c'est une jeune physicienne des matériaux qui a un projet de valorisation de matériaux d'origine végétale pour en faire des semi-conducteurs ou bien d'autres composants électroniques. Et ce sont ces genres de choses que nous aussi, nous reprenons dans le cadre de nos projets d'accompagnement, comme le projet Moi que j'ai, qui favorise l'innovation. Nous essayons de les récupérer et de les mettre dans ces dispositifs-là, de les amener plus loin, prototyper, essayer d'avoir un produit minimum qui puisse être repris par l'industrie, en tout cas mobiliser d'autres ressources et aller de l'avant. Donc c'est ce que je voulais avoir comme complément. Merci. Merci beaucoup. Et j'en profite du coup, effectivement, il y a toute cette question de comment atteindre les femmes entrepreneurs ou les jeunes dans les zones rurales. Et c'est vraiment, Lambda, toi, comment tu fais pour en fait contribuer au développement de l'entrepreneuriat dans les zones où on ne va pas pour X raisons? Merci beaucoup pour la question, la Miss. Alors, moi, comme je le disais au début de mes propos, donc moi je travaille, je peux dire exclusivement en zone rurale, parce qu'en fait, j'ai quand même travaillé plus de 5 ans dans les incubateurs et la remarque, c'était que tous les programmes d'accompagnement ou de renforcement de capacité en termes d'entrepreneuriat se faisaient ici à Dakar. Et moi, quand je faisais un peu le tour du pays, parce que j'aime beaucoup voyager et découvrir le pays, je voyais pas mal de femmes en fait qui étaient en train de travailler, de faire des choses, mais en fait, il n'y avait pas ces structures-là qui étaient mises sur pied pour les accompagner. Donc du coup, j'ai décidé en tout cas de travailler dans ces zones-là. Et comment je le fais ? Donc là, j'ai lancé un projet au sein de l'incubateur Accélère qui s'appelle Hub Communautaire. Ce que je fais, je travaille avec les mairies et les ARD. Donc les ARD, c'est les agences régionales de développement. Donc nous, on apporte tout ce qui est formation, renforcement de capacité, accompagnement. Et les ARD et les mairies, ils mettent à disposition les locaux. Donc eux, ils mettent à disposition les locaux et l'équipement. Nous, on vient, on sélectionne les femmes qui sont déjà établies dans ces zones, qui sont des entrepreneurs, et on les accompagne avec les programmes que nous, notre équipe a mis sur pied. Aujourd'hui, on travaille avec également le 3FPT, donc, qui est le Fonds de financement pour la formation professionnelle, donc, qui nous accompagne également pour pouvoir mettre à disposition de ces personnes-là des formations. Donc, pour les atteindre, je pense que c'est important de travailler avec les collectivités locales, je le dis tout le temps, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des structures représentatives de la fonction publique ou des politiques publiques dans les zones un peu reculées. Et ils ont les bases de données, c'est également le moment de travailler avec les chambres de commerce, parce qu'en fait, c'est eux qui enregistrent justement tout ce qui est entrepreneur dans ces milieux-là. Et donc, ils ont les bases de données, ils connaissent les personnes qui s'activent dans ça. Et donc, c'est des personnes recommandées avec qui on peut travailler dans ce sens-là au niveau de ces zones-là. Et je pense que c'est important de le faire parce que moi, ce que je remarque en zone rurale, parce qu'on a parlé de la problématique de l'accès au financement, je ne pense pas que c'est ça le réel problème là-bas. Parce qu'en fait, elles ont ce qu'on appelle les tontines, il y a également les groupements avec, j'ai oublié la signification. Mais en fait, ce dont elles ont le plus besoin, c'est le renforcement de capacité et le leadership. Parce qu'en fait, c'est des zones où aujourd'hui les femmes, elles n'ont pas accès à certaines facilités, mais également à certains publics comme ça, ou bien des plateformes comme ça qui les permettent de s'exprimer et de dire ce qu'elles ont envie de faire. Donc c'est important d'amener à ces personnes-là, en fait, cette ouverture-là, mais également ces possibilités-là, et de leur dire qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire, vous avez la capacité de le faire, vous avez la ressource pour le faire, parce que si je prends la région de la Casamance, c'est un peu le grenier du Sénégal, les femmes là-bas, elles font des choses extraordinaires,
mais justement, elles n'ont pas forcément accès à des plateformes comme ça et ça réduit un peu la capacité qu'elles peuvent faire. Donc voilà. Merci beaucoup. Tu as parlé de la Casamance. On donnera la parole après au public, vous inquiétez pas, parce que Madame a parlé de la Casamance et je sais qu'au niveau de la PFE, donc, qui est une structure belge, il y a des projets qui sont en cours, donc je vais laisser Françoise nous expliquer un peu ça, si ça ne te dérange pas. Merci beaucoup, la Miss. Je suis contente en plus de rebondir sur le message de Lamba. Donc moi, je suis Françoise Daxelet, je suis administratrice de programme pour l'APF au Sénégal. L'APF, c'est, pour faire simple, l'agence de coopération de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie en Belgique. Et effectivement, nous appuyons depuis 2017 un programme sur l'entrepreneuriat féminin qui vient en appui au ministère en charge de la femme, de la famille et de la protection des enfants. Sur la phase 2017-2021, nous avons appuyé 85 entrepreneurs dans les régions de Thiès et de Louga. Et sur 2022-2026, nous nous préparons à l'extension en Casamance au niveau de Ziguinchor et de Kolda. Et pour rebondir sur ta question, la Miss, effectivement, la Casamance a été choisie après de nombreuses réflexions au moment de la formulation. Pourquoi ? Parce que notre appui cible les entrepreneurs dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Et effectivement, étant donné que la Casamance est le grenier du Sénégal, il y a énormément de potentiel là-bas et aussi d'actions de renforcement des capacités à mettre en place. Je rejoins aussi Lamba sur le fait qu'effectivement, à notre avis aussi, après l'analyse des besoins des femmes entrepreneurs, il nous est apparu que le besoin principal n'est pas forcément l'accès au financement, même si effectivement un besoin existe, mais ce n'est pas toujours le problème principal. Également aussi, je pense que la nécessité porte sur le renforcement des capacités. Nous allons l'axer sur les capacités managériales, mais aussi les capacités techniques de transformation agroalimentaire. Il y a une question de leadership aussi, et une question pour moi de mise en réseau de toutes ces femmes pour que leur force soit unie. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que la question de confiance en soi et de développement personnel ressort dans les différents pays où on est. Et donc, j'ai vu tout à l'heure Madame en jaune avec son téléphone qui levait la main. Donc, moi, je vais plutôt vous poser une question, Madame, que je ne connais pas du tout. Du coup, déjà, présentez-vous. Et à votre avis, voilà, si vous aviez une baguette magique, ce serait quoi la solution qu'on doit mettre en place ? Alors bonjour à toutes et tous, je suis Sarah Delplanque, j'ai un cabinet qui s'appelle Adelphi Conseil qui accompagne les femmes à la levée de fonds et je suis également présidente de l'association La Sororité qui est un club de dirigeantes à Dakar. Au niveau des solutions qui me semblent pertinentes, déjà vous parliez de programmes adaptés aux femmes, donc sexo-spécifiques. Il s'avère que c'est les solutions qui fonctionnent le mieux puisque les femmes sont plus à l'aise quand elles sont entre elles. Déjà pour sortir de l'isolement et être comprises par leur père. Une autre chose serait la formation aux agents d'encadrement, les personnes qui distribuent le financement ou qui les accompagnent pour justement déconstruire les questions et stéréotypes de genre. Il serait pertinent aussi de cartographier l'écosystème pour avoir vraiment l'ensemble de tous les programmes qui existent. Et ça va avec le point suivant, c'est de ne pas refaire à chaque fois, mais de pouvoir renforcer des dispositifs très bien qui existent et sexo-spécifiques au Sénégal, comme la DER par exemple, qui manque clairement de ressources aujourd'hui pour pouvoir accompagner au mieux, malgré qu'ils ont pointé du doigt les solutions. Et du coup, ouais, grosso modo, c'est ça en gros. Et un dernier point qui rejoint plus le domaine de l'intime, on se rend compte que les femmes qui ont les plus belles success stories ont un conjoint égalitaire qui leur permet d'avoir toute leur place dans la sphère professionnelle entrepreneuriale, qui s'occupe de la maison et des enfants pour une partie et qui les appuie et les encourage sur leurs projets professionnels. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Du coup, j'en profite pour poser la question à Nicolas. Faut pas faire cette tête, hein. En termes de programme au niveau de la Fondation Youssou N'Dour et aussi de par ton expérience,
quelles solutions vraiment tu penses qu'il faut mettre en place et voilà, et comment, si c'est possible, de nous expliquer comment mettre en place une solution qui soit vraiment utile. Merci pour la question, elle est quand même compliquée, parce que la réponse n'est pas simple. Je me permets de dire qu'aucune des panélistes ici n'a dit ça, donc on voit déjà un différentiel de genre où la femme répond directement à la question et l'homme râle un petit peu. Non, mais je trouve la question très bonne. En fait, je ne sais pas très bien par où commencer pour répondre, parce que j'ai envie plutôt de partager mon expérience, plutôt que de dire ce qu'il faudrait faire, ou qu'est-ce qui marche, ou qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà. Alors, je pourrais partager 2 types d'expériences. Ma première expérience, c'est mon expérience comme entrepreneur en Belgique, et vraiment un peu au Sénégal. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas facile d'être entrepreneur. Et ça, je crois que qu'on soit homme ou femme, c'est quelque chose qui requiert énormément de compétences dont on ne se rend pas compte quand on se lance. On se dit, j'ai un projet, j'ai une idée, ok, je veux me lancer, je pense que ça va marcher. Et puis très vite, on est confronté parfois à des questions de confiance en soi. Je disais donc des questions de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle est indispensable pour pouvoir aussi convaincre les autres et les entraîner dans notre projet. Ça, c'est le leadership, ça va ensemble. Confiance en soi, quand on doit aller demander du financement pour lancer son projet, que ce soit de financement auprès d'une banque ou bien auprès d'organismes de soutien à l'entrepreneuriat, qu'on soit en Belgique ou au Sénégal, ces questions sont objectivement très compliquées. Et alors, la quatrième réalité à laquelle on est confronté très vite, c'est qu'on s'aperçoit que c'est une course de fond et qu'on va se tromper, on va se planter, on va se relever et on va continuer. Et ça, je pense que c'est ce qui caractérise tous les entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils le sont, c'est qu'ils sont habités par cette foi dans leur projet et qui veulent travailler sur ces différents éléments. Je peux vous raconter une anecdote. Pour obtenir un financement en Belgique pendant le Covid, alors que ça fait 10 ans que ma société existe, c'est vraiment pas facile, parce que, je m'excuse pour les banquiers qui sont ici dans la salle, un banquier vous donne un parapluie quand il fait beau, et quand il pleut, il vous le reprend. Et ça, c'est la réalité à laquelle les entrepreneurs en Belgique ou même ici au Sénégal sont confrontés. Ensuite, la Fondation Youssou N'Dour, pour les industries culturelles et créatives, on a lancé ça au mois d'avril. Elle est le fruit précisément d'une rencontre entre des entrepreneurs. Youssou N'Dour lui-même, c'est un entrepreneur dans son métier qui est la musique, et puis dans son groupe de presse, et puis maintenant dans l'imprimerie qu'il a lancée. Moi-même, mes amis Michel et Momar, on est des entrepreneurs, et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et quel instrument on peut mettre en place pour aider d'autres entrepreneurs à prendre confiance en eux, à avoir accès à l'information, à avoir accès à la formation, à avoir accès à de l'accompagnement et à avoir accès à du financement, mais aussi à des circuits de diffusion et de production. Enfin, ça, dans le secteur sur lequel on veut agir, c'est ça qui est important. Et donc, on va développer des activités qu'on a déjà éprouvées ici à Dakar. Peut-être certains d'entre vous connaissent le forum de Dakar Africa Innovation qu'on a organisé en 2019 et en 2021. C'est la fondation qui va en reprendre l'organisation pour faire prendre conscience aux autorités, mais aussi au secteur privé, que les industries créatives sont un immense vivier d'emploi pour la jeunesse et bien entendu pour les femmes. Et la Pépite Academy, qui est l'accélérateur d'entreprises qu'on a porté sous les fonds baptismaux en 2021 et qui vise précisément à apporter aux lauréats de ce processus de sélection des outils pour améliorer leurs compétences en management, les aider à monter des dossiers pour accéder au financement et de la formation là où c'est nécessaire. Bon, rien de très original en soi, on sait mais je pense que tout ce qui peut être fait pour booster ça doit être fait. Merci beaucoup et merci pour l'expression du parapluie et des banquiers. Je la reprendrai.
Et j'en profite. Donc moi, au Sénégal, il y a 2 entrepreneurs. Bon, il y en a beaucoup, mais il y en a 2 auxquels je suis complètement fan. Awa Kaba et Sini Samba. Donc j'espère qu'Awa Kaba est ici. Sinon, elle est très en retard. Et surtout, Sini Samba est là. Donc Sini Samba est actuellement une des bénéficiaires d'un des programmes d'Enabel. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler aujourd'hui ou hier. Donc c'est Active Invest. Et au-delà de ça, Sini Samba, c'est une entrepreneure qui a ce projet depuis peut-être plus de 5 ans en tous les cas. Peut-être plus, ça nous le dira, je ne sais pas tout. Et ma question, Sini, c'est aujourd'hui, la marque se développe, mais vraiment, quel a été le moteur et qu'est-ce que tu retiens de ton parcours pour dire, voilà, je suis tombée, je me suis relevée, je me suis relevée, je me suis relevée, mais comment en fait ? Merci beaucoup, la Miss. Comme elle a dit, aujourd'hui, je pense que quand on a une idée de projet, un business plan, il faudrait que tout de suite qu'on intègre cette question d'économie verte, de l'autonomisation des femmes, parce qu'au vu de ce qui va arriver, au vu de ce qui nous attend, il est important vraiment qu'on revoie notre business. Et justement, avec le programme Active Invest, on travaille beaucoup sur cette question par rapport à notre business plan, ce qu'on compte faire, quel impact est-ce qu'on va avoir en termes d'économie circulaire, d'économie verte, mais surtout en termes d'autonomisation des femmes. Et donc, juste pour rebondir par rapport à moi, pour mon parcours, je pense qu'au fait, dès le début, il faudrait savoir se dire qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui fait que tous les matins, on a envie de se lever et d'aller faire ce qu'on fait, même si c'est très difficile au quotidien, hein, je l'avoue. Et en fait, il y a trois volets. Le premier, c'est aujourd'hui dans mon équipe, on a 70%, ce sont des femmes. Mais je n'ai pas envie de dire juste c'est 70% de femmes dans ma boîte. Mais ces 70% de femmes, elles occupent le poste de top management. Et pour moi, à CV, à compétences égales, à motivation égale, quand même, je privilégie la femme parce que je sais que quand la femme réussit, c'est vraiment toute une famille qui réussit derrière. Donc, ne pas se dire juste, je prends des femmes qui vont être des opératrices, mais ce sont des femmes qui sont vraiment les managers de la boîte et je pense que ça, c'est important. Le deuxième point, c'est sur la partie de l'approvisionnement, de tout ce qui est autonomisation des femmes. On travaille beaucoup avec différents groupements de femmes allant de l'ouest jusqu'au sud du pays. Et ce qui a fait que nous, on a fait ce choix, pour vous dire, au début, c'était en interne, en fait. On se disait, nous, on fait les purées, les petits pots pour bébés, mais on fait également des céréales infantiles. On se rend compte qu'au fait, en termes de temps, ça nous prenait énormément de temps de faire ce traitement des céréales. Et on s'est tout naturellement dit, quelqu'un dans l'équipe qui nous a dit, mais en fait, moi, j'habite à Joal, j'ai des tantes... beaucoup de tantes qui n'ont pas de travail et qui ont ce savoir-faire, au fait, de traitement des céréales. Et on s'est dit, on va collaborer avec ces dames. Donc, on allait les voir, rencontrer sous l'arbre à palabre avec le chef de village. C'était une première expérience pour moi. Je n'avais pas l'habitude de faire cela. Mais j'en suis ressortie vraiment grandie en me disant, au fait, là, quand on fait du business, il faut se dire, comment est-ce que notre business va impacter, va changer la vie des populations? Et aujourd'hui, nous, en travaillant avec ces femmes, je me dis tous les jours, mais l'activité qu'on est en train de mener, on génère des revenus, mais il y a plusieurs personnes qui en bénéficient derrière, notamment ces groupements de femmes qui font ces pré-transformations de céréales pour nous, et nous, on achète auprès d'elles des céréales. Et le dernier point, c'est que moi, je suis dans la nutrition infantile. Et je me suis rendu compte qu'au fait, au début de l'activité, il y avait beaucoup de personnes qui nous appelaient, pas pour acheter les produits, mais pour demander des conseils. Parce qu'en interne, on a cette expertise en termes de nutrition infantile et maternelle. Et beaucoup de personnes, au moins une fois par semaine, nous appelaient « Ah, mon bébé ne veut pas manger, qu'est-ce que vous me conseillez? Comment est-ce que je peux faire pour que mon bébé puisse mieux suivre sa courbe de croissance ?» Et au fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème d'accès à l'information sur tout ce qui est éducation nutritionnelle.
Et du coup, c'est pour ça que nous, on a mis en place un programme de sensibilisation à l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant, avec un focus sur la nutrition maternelle et infantile, et bien sûr promouvoir l'allaitement quand on le peut, parce qu'on sait tous que c'est le meilleur aliment, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Et du coup, donc pour moi, c'était important de faire ce mix entre avoir des produits de qualité, mais aussi promouvoir ce changement. Parce qu'on parle tous, on veut un changement. Pour moi, ça ne sert à rien de proposer à chaque fois des produits, venez, on vous donne les produits, mais si les personnes elles-mêmes, elles ne savent pas pourquoi est-ce que c'est important de manger comme cela, pourquoi est-ce que c'est important de privilégier les produits locaux, de donner du mil par exemple à mon bébé, mais on va continuer des années et des années encore à fournir des produits alors que nous, on veut un changement. Et donc ce changement, c'est important que les personnes aient l'accès à l'information, mais aussi l'accès à des produits de qualité. Merci. Merci beaucoup. Du coup, ça fait poser 2 questions. Donc une première, ce sera pour Fatou. Sini parle beaucoup de collaboration, et c'est vrai que la question de collaboration entre entrepreneurs est parfois facile et parfois difficile. Comment toi, au sein de ton réseau, tu arrives à faciliter ça, et quels sont les freins que tu as pu voir entre entrepreneurs, s'il y en a? Oui. D'accord. Alors, sur la question de la collaboration entre entrepreneurs, c'est vrai que je dirais déjà qu'il y a eu un changement. Donc, il y a un changement de mentalité et un changement de vision des choses au niveau de l'écosystème. Je pense qu'il y a quelques années, on était encore dans un écosystème où on se cachait quand on avait un projet. On n'osait pas trop en parler, on avait peur qu'on nous vole notre idée. Et aujourd'hui, on a un écosystème qui s'est beaucoup développé avec des acteurs et des initiatives, des plateformes comme celle-ci qui permettent de pouvoir discuter d'initiatives comme celle de Sini et de pouvoir vraiment influencer, mais aussi partager son expérience avec d'autres entrepreneurs qui ont facilité les échanges. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de collaborations entre entrepreneurs, entre startups, une structure qui va avoir une activité peut-être dans l'agro, mais totalement différente, mais qui va passer sur sa partie logistique par une start-up sénégalaise présente localement, plutôt que d'aller chercher un partenaire à l'international. Donc les gens travaillent de plus en plus ensemble, partagent leurs challenges, leurs expériences précédentes pour pouvoir faire progresser l'écosystème. Et ces synergies sont aussi favorisées par des programmes que lancent les incubateurs, des programmes que lancent les bailleurs, qui vont avoir des cohortes d'entrepreneurs, qui vont favoriser des ateliers d'intelligence collective, qui vont vraiment faire cette mise en relation, et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à des écosystèmes et des entrepreneurs qui sont plus forts. Moi, ma perception des choses, c'est que le premier marché d'un entrepreneur sénégalais, ça va être le Sénégal. Donc son premier client, ça va être l'entrepreneur qui est c'est la start-up qui est dans sa cohorte. Donc avant d'aller chercher un client à l'extérieur, la personne qui est en face de lui, qui suit le même programme, qui est assise à côté de lui et qui va suivre la même formation sur le business plan et sur le marketing, elle peut être tout simplement son premier interlocuteur avec qui faire du business et à qui vendre ses services. Merci beaucoup. On a parlé beaucoup des défis et notamment que parfois la famille peut être un frein ou un moteur, donc comme disait Sarah. Donc moi je connais ici une entreprise familiale, il ne sait pas encore que je vais l'interroger, donc il est assez calme pour le moment. Et ma question c'est pour Stéphane, comment est-ce que vous avez réussi avec Esteval à vraiment passer l'étape de la petite entreprise à entreprise qui est sur tout le marché sénégalais? Est-ce que le fait d'être en famille, ça aide ou pas? Bonjour à tous. Donc, deuxième homme. Je suis Stéphane Quenom de la société Esteval, donc dans la transformation, à égalité avec, donc c'est ma sœur, 50% chacun. Donc Valérie, elle est docteure nutritionniste et moi je suis ingénieur agronome. Donc en fait, il y a beaucoup de complémentarité entre nos deux profils. Passer à l'étape supérieure, j'allais dire aujourd'hui, c'est pas encore fait parce qu'on continue encore à vouloir faire de la levée de fonds,
le financement dont on parle. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites, comme la persévérance et la patience. Il faut pas être pressé, il faut s'arrêter, tomber, remonter. Voilà. Et le fait aussi d'être avec une femme, ça a beaucoup d'avantages parce que, je vous dis complémentarité, mais aussi il y a des choses qui passent ou qu'on peut faire passer plus facilement avec une femme et que moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur homme, ça serait plus difficile. Voilà. En tout cas, j'encourage les femmes entrepreneurs parce que je dis souvent, surtout dans notre société sénégalaise et africaine, vous faites 2 journées en une, c'est-à-dire que la maison, quel que soit le niveau d'engagement ou de formation ou de responsabilité professionnelle, et le travail. Donc vraiment, je vous encourage. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est vrai qu'être aussi dans un secteur d'activité qui, on va dire, le stéréotype est plutôt un secteur d'activité pour les hommes, parfois ça pose des questions. En tous les cas, ça devient plus dur pour une femme, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Et avant que Hawa continue à discuter avec Elisabetta, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu ton retour d'expérience par rapport à comment, en tant que femme entrepreneur, tu as pu transformer ça en opportunité au Sénégal dans le secteur des nouvelles technologies. Donc, Hawa est toujours en train de parler avec Elisabetta, donc à mon avis, elle n'a pas entendu la question. Bonjour. Est-ce que vous pouvez... Donc les mauvais élèves sont au fond. Juste. Ah voilà. Oui, mais c'est déjà bien. Donc Hawa, pour ceux qui ne connaissent pas Hawa Kaba, donc c'est une des premières entrepreneurs du Sénégal qui a commencé à faire du e-commerce, donc un secteur tech. Donc elle est avant tout ingénieure plutôt dans les nouvelles technologies. Donc déjà de base, c'est aujourd'hui, en tous les cas, il y a 10 ans, c'était pas un profil commun. Donc la question, c'est comment toi, en tant que femme, tu as pu t'insérer dans un secteur d'activité qui n'est pas commun pour une femme et en fait faire en fait que le fait d'être une femme, ça soit une force. Merci beaucoup et puis désolée d'avoir redemandé en fait la question. On était justement en train de discuter de cette thématique avec Elisabetta. Et effectivement, je suis ingénieure de conception en informatique de formation. Donc, de base, je n'ai rien à faire dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mais je pense que c'est, en fait, l'idée était de pouvoir utiliser ce savoir-faire en technologie pour rapprocher. Donc, rapprocher des groupements de femmes transformatrices avec les consommateurs qui ne savaient pas du tout forcément donc, l'existence de produits locaux, l'existence de ces groupements de femmes qui sont éloignées dans des zones reculées donc, du Sénégal. Donc, utiliser le pouvoir de la technologie pour redorer le blason en fait, des groupements de femmes qui sont depuis des années considérées comme des petites et moyennes entreprises qui n'évoluent pas forcément, alors que c'est pour moi la base même du développement. Donc, en tant que femme dans le secteur de la technologie, je pense que ça a été une très belle opportunité de pouvoir porter cette casquette de femme dans l'agritech et de pouvoir concilier ces deux mondes qui, au départ, étaient considérés comme une utopie pour beaucoup de gens. Comment commercialiser des produits agricoles sur une plateforme digitale, comment y avoir accès. Je pense que quand on a démarré, on ne nous considérait pas réellement comme des personnes sensées et que c'était vraiment possible parce qu'on s'adressait à une communauté qui était illettrée et en plus alpha-note. Et donc on a su prendre de nous-mêmes, de notre expérience en technologie pour pouvoir donc concilier ces deux mondes. Et depuis quelques années, la solution est là, elle existe, elle marche et on espère pouvoir, avec notre casquette de femmes et en plus avec toutes les femmes transformatrices qui évoluent un peu partout au Sénégal, de pouvoir donc
permettre cette connexion encore plus directe avec les consommateurs et puis de casser les barrières et de leur permettre d'avoir un accès au marché direct. Merci. Merci beaucoup. Et j'en profite du coup, Lamba, étant donné que tu nous as expliqué, tu travailles beaucoup avec des femmes dans des zones rurales. Moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est comment tu arrives, ou est-ce que tu vois des solutions pour favoriser l'inclusion numérique qui aujourd'hui semble peut-être pas capitale, mais qui peut aider dans l'entrepreneuriat, surtout quand on veut sortir d'un périmètre de 50 km. Déjà, juste une petite parenthèse par rapport à la collaboration, parce que quand même au Sénégal, on a un exemple d'une structure de collaboration qui nous a prouvé que ça marche. On a l'exemple du Consortium Jeunesse Sénégal, qui regroupe aujourd'hui pas mal d'incubateurs et qui sont arrivés à travailler ensemble. Et aujourd'hui, qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus structurés grâce à cette collaboration. Je pense que c'est un exemple qu'il faut citer et qui peut peut-être inspirer. Maintenant, par rapport au numérique en zone rurale, moi je pense que, aujourd'hui, en tout cas avec les femmes avec lesquelles je travaille en zone rurale, le digital c'est pas forcément la priorité, mais quand même on est dans un monde où c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut prendre en compte. Et je pense que on a l'exemple de WhatsApp aujourd'hui avec les téléphones, parce que c'est ça qu'on utilise le plus. Moi, en tout cas, avec les groupements de femmes avec lesquels je travaille, on utilise beaucoup WhatsApp, on crée des groupes WhatsApp et on arrive à leur montrer comment, à travers WhatsApp Business, créer aujourd'hui son catalogue de produits pour qu'aujourd'hui, quand tu donnes ton numéro de téléphone business, que la personne puisse avoir accès à ce que tu fais, à ce que tu proposes comme service. Je pense que ça, c'est le premier mode d'entrée quand on parle de digital. Je peux aussi citer un exemple avec la structure Africamart, la structure de mon mari avec qui je travaille, parce qu'ils sont dans la distribution des fruits et légumes. Et ils le font avec le digital. Aujourd'hui, ils travaillent avec nous, avec des femmes qui sont dans le marché. Hier, on a fait un focus group au marché Castor avec un groupement de femmes avec lesquelles ils travaillent. Et donc, eux, ils utilisent le digital pour que ces femmes-là puissent faire des commandes. Donc, comment ils font? Ils ont fait des partenariats avec les opérateurs économiques. Et donc, du coup, ils envoient des messages à ces dames-là qui ne sont pas forcément illettrées. Et à travers ces messages-là, elles arrivent à lire et à passer leurs commandes à travers des notes vocales, à travers un call center. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elles commencent à intégrer ça. Et c'est quelque chose qui va venir. Et je pense que Awa, aujourd'hui, a réussi à le faire avec des produits qu'elle prend de la Casamance, de Kédougou, qui est quand même très éloigné et qui sont aujourd'hui vendus à Dakar. Et c'est des produits qui sont faits par des femmes en milieu rural. Donc, je pense que ce n'est pas forcément peut-être la priorité, mais ça va venir et c'est en train de se concrétiser. Merci. Merci beaucoup. Je vais te poser une question, Sini, et je sais que tu détestes cette question, donc désolée d'avance. Mais tu es libre de dire ce que tu veux. Du coup, est-ce que pour toi aujourd'hui, Sini Samba, née au Sénégal, jeune, on ne dira pas ton âge, mais jeune, entrepreneur et femme, est-ce que pour toi, tout ça, ça a été une opportunité ou plutôt une contrainte dans ton entreprise? Merci la Miss, c'est vrai que cette question, je l'aime vraiment pas. Parce que souvent la réponse que je donne, c'est pas la réponse à laquelle les personnes pensent. Mais bon, je vais dire quand même ce à quoi je pense. Donc en fait, pour moi aujourd'hui, quand on est jeune, femme, entrepreneur, il y a vraiment énormément d'opportunités. Et c'est vraiment un vrai avantage d'être jeune femme entrepreneur. Et il faut l'assumer. Mais vraiment, parce que des fois, voilà, les gens, ils aiment bien qu'on vienne faire des discours à se lamenter, rien ne va. Non, quand on est jeune femme entrepreneur, mais vraiment, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour nous. Et on doit l'assumer, en fait. Après, il y a quand même quelques challenges. Et en fait,
Moi, de mon expérience, au début, quand je venais de démarrer, ce qui m'a beaucoup, en tout cas, soutenue, c'était le fait d'avoir un lien avec un réseau de femmes. Tout à l'heure, quelqu'un avait parlé d'un réseau de sororité. Je pense que c'est important de pouvoir avoir, par exemple, un système de mentoring entre femmes. Et justement, une des femmes qui a fait que je me suis lancée, qui a fait que j'ai vraiment démarré la commercialisation, elle est là dans la salle, c'est Marina. Et au fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié la discussion que j'avais eue avec elle à l'époque, parce que moi, je suis de la diaspora, donc je suis revenue exprès pour ce projet. Et quand je suis revenue, j'avais quand même l'impression d'avancer vraiment à contre-courant, parce que voilà, j'avais un système différent de façon de travailler, où par exemple, quand je demande un devis, on met 4 mois pour me faire un devis. C'était très très compliqué pour moi. Je me suis dit, mais vraiment, est-ce que c'était la bonne décision de revenir et de se lancer? Et du coup, donc, à chaque fois, j'étais en attente de devis, de plein de choses. Et du coup, cette personne m'a dit, mais Sini, mais arrête d'attendre, mais lance-toi et tu vas voir ce qui va se passer. Et du coup, aujourd'hui, je la remercie vraiment, parce que grâce à elle, j'ai fait ce premier pas en me disant que je dois attendre le devis, il me manque ceci, il me manque cela, je veux une dalle de technologie. Non, je me suis lancée dans la cuisine à faire mes premiers essais de petits pots. Et aujourd'hui, depuis la cuisine, maintenant, les petits pots sont en supermarché et en pharmacie. Merci. Et ils sont là aussi, si jamais vous voulez en acheter, ils sont juste là. Ouais. Et du coup, donc c'est vraiment important d'avoir ce lien avec des femmes, de pouvoir discuter, même si c'est vrai, hein, il y a quand même des challenges. Je ne dis pas que tout est rose, hein, parce qu'en tant que femme, par exemple, une expérience qui m'est arrivée, une fois, c'était au début, j'avais rendez-vous avec un directeur de banque. Maintenant, quand j'y repense, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je devais aller faire dans une banque? Mais au début de mon expérience, j'avais eu rendez-vous avec un directeur de banque. Et moi, mon nom de famille, Samba, ça peut être un prénom d'un homme. Et en fait, tout de suite, la secrétaire, elle pensait que c'était un homme qui avait rendez-vous avec le directeur de la banque. Donc, on m'appelait Monsieur Samba et tout. Et quand je suis arrivée, tout de suite, elle me dit « Ah, mais c'est vous ?» Et c'est vraiment déstabilisant, en fait, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit une femme qui puisse avoir un rendez-vous avec le directeur de la banque. Donc, en tant que femme, à chaque fois, on doit avoir plus confiance, on doit toujours devoir démontrer encore plus. Mais si on a un réseau de femmes sur lesquelles on peut s'appuyer, je pense que vraiment on va s'en sortir grandi. Merci. Merci beaucoup. Du coup, Marina, je suis désolée, mais elle a lancé la balle. Donc il faut que tu l'attrapes et que tu nous donnes aussi ton avis sur la question. Bonjour à tous, merci Sini. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup échangé avec Sini et son mari. Et puis c'est vrai que moi, dans la vie, je me dis toujours, il faut faire avec ce qu'on a, le plus petit qu'on peut, on commence. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Mon mari, il faisait une intervention de l'autre côté aujourd'hui au Grand Théâtre. Et puis son thème, c'était comment partir de zéro. Et en fait, je crois qu'on ne part jamais de zéro. Il y a toujours quelque chose qu'on a, une expérience qu'on a, un réseau qu'on a, une cuisine qui fait qu'on peut commencer. Alors, moi, je suis d'accord avec Sini. Je pense qu'aujourd'hui, être une femme entrepreneur, aujourd'hui, c'est un atout. Je pense que nos aînés ont beaucoup plus galéré que nous. Il y a beaucoup d'opportunités. Au Sénégal aussi. Moi, mon seul problème, c'est que je ne suis pas noire, donc il y a des trucs où ça ne marche pas. Mais Sini, elle coche vraiment toutes les cases. Mais je reviendrai, en fait, je crois que tout a presque été dit. Moi, ce que j'avais noté, c'est effectivement tout le côté développement personnel, parce que le premier frein, en général, il est à l'intérieur de nous. C'est nous qui n'avons pas assez confiance, et c'est nous qui voyons trop petit. On a peur d'avoir des grands rêves, on a peur de les assumer, on a peur d'en parler. Donc, en fait, moi, je conseille à tout le monde d'avoir des coachs, d'avoir des mentors, des gens qui vont vous tirer vers le haut, parce que c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Moi, aujourd'hui, je trouve que pour parler de l'entrepreneuriat des femmes, il faut aussi vachement parler de masculinité positive. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de créer un fossé entre les hommes et les femmes. Au contraire, c'est de travailler
ensemble, comment on peut travailler ensemble, comment on est complémentaires. Et aujourd'hui, pour moi, au Sénégal, un grand défi, c'est de montrer des rôles modèles d'hommes sénégalais. Des papas modèles, des maris modèles qui peuvent vraiment amener les filles à évoluer. Et on le voit dans l'entrepreneuriat, on le voit chez les sportives. La plupart des filles sportives ont un papa derrière qui les a encouragées. Et moi, dans toutes mes copines entrepreneurs sénégalaises, la plupart ont derrière un papa qui a été très encourageant aussi. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est très récurrent. Donc je pense que ça, c'est hyper important. Sini l'a dit, le réseau. Alors vraiment, c'est une force incroyable. Moi, j'ai l'impression qu'on est toutes des guerrières, mais on est dispersés. Donc on n'a pas beaucoup de force. Mais quand on se met ensemble, alors on a une force incroyable et je pense qu'on peut quasiment tout faire. Donc voilà. Et donc je suis Marie Nanning et je suis la cofondatrice de Happy Afrique. Donc on fait des serviettes hygiéniques lavables, des couches lavables et on a aussi lancé il n'y a pas longtemps le programme Changeons les règles avec tous les outils Where We, donc l'application de suivi du cycle menstruel en Afrique de l'Ouest et tout ça. Voilà, je suis ravie, merci. Merci beaucoup et on te rejoint carrément sur cette question de masculinité positive. Donc merci aux hommes d'être là parce que c'est rare quand on parle d'entrepreneuriat de femmes d'avoir autant d'hommes. Donc vraiment, le Sénégal c'est magique. Et du coup, c'est vrai que tu as fait part à la fois de ces questions de développement personnel. Nicolas en parlait dès le début en disant que c'est des questions de confiance en soi. Également, tu es une entrepreneure sociale. Aujourd'hui, Sini est une entrepreneure sociale, Awa aussi et plein d'autres. Stéphane aussi, vous êtes des entrepreneurs sociaux. Et moi, ma question, c'est pour toi, Nicolas. Comment est-ce que Voilà, c'est vraiment en tant que Nicolas, si tu avais cette baguette magique, peut-être via la fondation, peut-être via autre chose, comment est-ce que tu arriverais à stimuler ces questions de renforcement de capacité de soft skills sur les questions de développement personnel et aussi valoriser l'entrepreneuriat social au Sénégal et aussi c'est des questions qui se posent en Belgique. Il va encore dire que je lui pose les pires questions. Donc... Non, pas de souci. Très bonne question. Alors si j'avais une baguette magique, en fait la réponse spontanée qui me vient c'est croire en soi. Et croire en soi, c'est une question de mindset, comme on dit. Ça vient aussi par l'éducation, ça vient aussi par tout un contexte les structures scolaires, les structures étatiques, tout ce qui peut donner confiance en soi est bon à mettre en place, je pense. Après, il faut un peu de chance. Mais je pense que quand on croit en soi, on a un peu de chance. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Bruxelles dans un cercle qui s'appelle Doméron, un social club où se réunissent, c'est un club très branché des entrepreneurs bruxellois. Et on lançait notre forum africain pour les industries créatives avec la Fondation Monsieur Ndour. Et je devais parler devant une assemblée bien remplie pour expliquer le projet. Et j'ai commencé par dire ceci. Quand je suis né en Belgique, les chances que je rencontre Monsieur Ndour, elles étaient quand même assez proches de zéro. Ça, c'est la question de la chance. Il se fait que je l'ai rencontré, il se fait qu'on a lancé le projet ensemble, mais il se fait que quelque part au fond de moi, il y avait cette confiance dans les projets que j'entreprenais. Et cette confiance, c'est un puissant moteur d'entraînement. Et on revient sur le leadership. Croire en soi, croire en son projet, c'est mieux quand on est plusieurs, mais déjà quand on est tout seul, on parvient déjà à ouvrir des portes, renverser des tables quand il faut, rentrer par la fenêtre quand on nous a sortis par la porte. Et puis on se prend des portes aussi dans la figure, mais enfin on apprend. Donc je pense que c'est une question de mindset. Et entreprendre, c'est pas en soi devenir Steve Jobs ou Bill Gates. C'est croire dans son projet, croire qu'on est capable d'y arriver, d'entraîner les énergies et les gens et les collaborations pour le mener à bien. Ça, c'est la première partie de la question. Alors pour l'économie sociale, moi ce que je constate, c'est que d'abord j'ai 3 filles, déjà, 25, 19 et 17 ans. Cette génération, elle est habitée par d'autres attentes que la génération
nés dans les années 60 ou dans les années 70. Peut-être que c'est aussi une question de mindset et de ce qu'on transmet, ma femme et moi, à nos filles. Mais quand même, j'observe aussi que dans leur réseau, ce qui compte pour elles, c'est à la fois la liberté d'entreprendre, mais dans une perspective de bien commun, et beaucoup moins dans une perspective d'accumulation du capital et de l'enrichissement personnel. Et c'est peut-être parce que ce sont des filles, peut-être que ces valeurs qui sont peut-être spontanément plus sociales sont probablement mieux portées ou parce que les femmes sont entrepreneuses. Et ça, je pense que, et ce que je vous dis là, c'est une conviction personnelle, j'ai fait des campagnes de communication là-dessus, partout où ces valeurs peuvent progresser, où le statut des femmes peut progresser, partout le bien commun progresse, et donc partout la question sociale s'améliore. Super, merci beaucoup. Et ce que je retiens, c'est vraiment croire en soi, mais il faut aussi qu'on croie en nous. Alors j'ai vu, je ne sais pas s'ils sont partis, 2 entrepreneurs assez jeunes par rapport à nous, auxquels je crois beaucoup. J'aimerais bien leur donner la parole. Donc s'ils ne sont pas là, tant pis. Je ne sais pas si Selbé et Babacar sont là. Il n'y a pas Babacar Ngom ou Selbé Faye? Ils ne sont pas là? Ah si, voilà. Selbé est là-bas. Donc Selbé, ce que je te demanderais juste, c'est de te présenter et également nous dire aujourd'hui, voilà, est-ce que pour toi, qu'est-ce qui manque pour être l'entrepreneur que tu seras demain, parce que tu l'es déjà aujourd'hui, mais parce que vu ton parcours, c'est juste une merveille. Et aujourd'hui, c'est quoi le booster qu'il faut pour que demain, ça soit encore plus waouh? Merci beaucoup, Lamis, et bonjour à tous. Donc, moi, c'est Selbé Faye. Je suis la fondatrice de la Calebasse Verte, qui est une entreprise biolocale basée à Meaux. Donc, je vais un peu rebondir sur la question d'un boost masculin qu'on doit avoir. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur mon père, c'est-à-dire qui m'a beaucoup appuyée au début de mon projet, parce que moi, j'ai commencé en 2019 quand j'ai tout de suite fini, on va dire, les études universitaires. Donc, ce n'était pas évident pour moi de lancer quelque chose et qui tienne de 2019 jusqu'à 2022. Et je suis heureuse de voir même dans la salle quelques clientes à moi, Marina, pour nous citer. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes femmes entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de programmes qui appuient. On a la chance de tester, de tomber parce qu'on est jeune. Et parce qu'on est femme, ça pèse moins, parce que si c'est un homme, il y a la responsabilité familiale qu'il faut prendre en compte. On se dit peut-être quand on est un homme, on n'a pas le temps de galérer, on a une famille derrière à nourrir. Mais quand on est une femme, on a l'opportunité de tester, qu'on nous appuie derrière. Donc moi, j'ai eu la chance d'être vraiment boostée par mon père, appuyée, on va dire, émotionnellement, de par ses conseils et tout ça. Donc, actuellement, ce qui nous manque, c'est que plus de programmes ou bien plus de personnes croient en nos projets. Parce que la Calebasse Verte, c'est une entreprise qui est un peu développement, parce qu'on évolue dans l'agriculture, mais aussi dans la promotion de tout ce qui est produit biologique et local. Donc, on a besoin de programmes d'appui pour un peu digitaliser notre offre. Par exemple, on est dans des épiceries locales, mais on a besoin de digitaliser un peu l'offre, donc en tout cas d'échelonner si on a des programmes d'accompagnement dans ce sens. Et je suis vraiment ravie aussi parce que j'ai commencé, même si je suis un petit partenaire de Lionceau, de Signy, je suis partie de rien, j'ai pu me créer un réseau vraiment solide, donc vraiment, c'est une opportunité. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que Babacar est là ou pas? Il nous a fait faux bon, monsieur Babacar. C'est pas grave, j'ai vu Khalifa là-bas. Donc Khalifa, je vais te poser cette question en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, être jeune, être un homme, être au Sénégal et être entrepreneur, c'est une opportunité ou une contrainte? Bonjour tout le monde. Moi, je me nomme Khalifa Thiam, je viens de Saint-Louis. Je suis le manager de l'entreprise Djoula, Cyber Marseillais de l'Afrique. C'est une structure qui s'active dans la production, commercialisation et transformation de produits horticoles naturels.
Voilà, pour revenir à ta question, la Miss, d'abord merci pour l'invitation. Je dirais que actuellement il est question d'impliquer davantage les jeunes dans le milieu, dans l'écosystème entrepreneurial, parce que ce dont on a besoin actuellement pour la génération de demain, il faut le commencer aujourd'hui. Voilà. Certes, il y a des contraintes vu le contexte socio-économique du pays, du Sénégal, mais quand même c'est faisable, c'est jouable. Voilà. Et ça nous fait plaisir de voir autant de jeunes qui s'activent dans le milieu. Ça donne de bonnes perspectives pour demain. Mais juste pour revenir un peu sur la thématique de ce programme qui est le programme AWA, je dirais que c'est très important d'impliquer les femmes dans le milieu entrepreneurial. Certes, c'est plus facile quand on a un conjoint ou un mari qui est entrepreneur, parce que déjà qui s'y connaît, ou quand on est né d'une famille entrepreneur, mais c'est très important parce qu'au Sénégal, la réalité voudrait que c'est les femmes qui tiennent les ménages. Voilà, donc ces femmes-là, si on les implique davantage dans le milieu, ça ne fera que faciliter la vie familiale, la vie sociale dans notre pays. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai assez Merci beaucoup. répondu à la question, mais c'est ce que je voulais dire. Merci. Il a parlé du programme AWA. C'est vrai que nous, on ne voulait pas forcément nous valoriser. Donc je prends 2 secondes en fait avec Tom, que je n'ai pas présenté. On vient de Belgique et on travaille sur un programme qui s'appelle le prix AWA dans tous les pays partenaires de la Belgique, donc dans le Sénégal et aussi la Belgique. Donc on bouge beaucoup et en fait notre mission entre guillemets c'est vraiment de valoriser l'entrepreneuriat des femmes et créer un peu ce networking et dire aussi à quel point les femmes au Sénégal sont juste merveilleuses. Donc pour conclure, je vais demander à chacun de nos panélistes de nous faire en 3-4 mots une conclusion et vraiment ce que vous voulez qu'on retienne. Sini, tu veux commencer? Mais oui, le syndrome de la mauvaise élève. Pour conclure, je pense qu'on a un peu tout dit. Et merci à toi, la Miss, et à Tom de faire cet échange interactif avec le public. Donc ça change, ça fait que voilà, on suit. Et par rapport à notre thématique, donc juste renforcer les liens entre femmes, cette sororité, et aussi que les hommes puissent mieux, en tout cas, soutenir les femmes entrepreneurs, donc le fameux he for she, parce que quand on regarde nous toutes femmes entrepreneurs ici, j'en suis sûre, nous avons probablement un homme derrière nous qui nous soutiennent. Et je pense qu'il faudrait davantage promouvoir cela. Et c'est comme ça qu'on va renforcer l'autonomisation des femmes. Merci. Alors, merci Sini, merci la Miss donc, pour cette invitation et pour ce panel qui était très intéressant. Donc moi, ma conclusion, elle va tenir en 3 mots. Donc, oser, comme on l'a dit, il faut oser se lancer, oser commencer. On a tendance à vouloir attendre que ce soit parfait, que ce soit comme on l'a imaginé dans nos têtes, alors qu'il faut juste y aller. Et je pense qu'une des grandes différences avec les hommes, c'est qu'ils y vont, que ce soit bancal ou pas. donc oser parce qu'il y a des opportunités. Donc c'est le 2e mot, opportunité, on l'a dit aujourd'hui. Être une femme jeune entrepreneur au Sénégal, c'est vraiment une opportunité parce qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'accompagnement et de financement qui mettent vraiment la femme au cœur de leurs critères. Donc c'est le moment ou jamais. Et le 3e, c'est vraiment le réseautage. Donc on a vraiment parlé de cet accompagnement-là qui, quasiment tous les entrepreneurs qui sont là l'ont dit. Elles ont toutes eu un accompagnement, que ce soit via un réseau structuré ou juste en se rapprochant de quelqu'un qui est passé par là. Donc un accompagnement, un mentoring par des femmes entrepreneurs qui donc connaissent les mêmes difficultés, sont passées par les mêmes challenges. Certaines les ont surmontées et donc ont déjà les solutions toutes faites. Donc plutôt que de, dans son coin, ruminer et se donner des maux de tête, poser la question et utiliser donc l'expérience de ces personnes-là. Et le réseau, ça passe aussi par les réseaux des hommes. Il ne faut pas juste demander aux femmes, les hommes aussi sont pleins de bons conseils.
Merci. Ok, donc moi je tenais déjà à remercier Inabel pour l'invitation parce que déjà je vois Selbé avec qui je dois faire une réunion depuis 2 mois et on vient de se voir grâce à ce panel. Déjà merci pour ça. Et en termes de conclusion, moi je dirais qu'il faut oser la collaboration parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent aujourd'hui comme des concurrents alors qu'ils gagneraient à travailler ensemble. Le deuxième conseil, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de financement, mais il ne faut pas aussi tomber dans le piège parce qu'un entrepreneur doit avoir un business model. Donc, il faut créer son business model, vendre soit des services, soit des produits et être autonome parce qu'en fait, si on vit des financements, si le bailleur décroche la ligne, c'est mort, l'entreprise est morte. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge, en compte. L'autre chose, c'est aussi, aujourd'hui, on dit en Afrique ou même au Sénégal, il y a plus de femmes entrepreneurs que d'hommes, donc aussi bien dans le secteur formel que le secteur informel, donc ce n'est pas fortuit. Donc aujourd'hui, on a des femmes qui sont des entrepreneurs qui ont envie de faire. Donc ce qui leur manque peut-être, c'est justement cette question de rôle modèle. Il faut oser aller au-devant des scènes, si je peux le dire comme ça, de donner des conseils, de parler et de montrer qu'en fait, aujourd'hui, qu'il y a espoir. Il y a pas mal de challenges, mais quand même, il y a beaucoup d'espoir qui sont là, qui sont à notre portée. Et commencer petit. Parce qu'en fait, on ne peut pas commencer et faire 1000 choses à la fois. Donc, c'est important de commencer petit. J'ai beaucoup aimé quand Sini disait qu'elle a commencé dans sa cuisine. Et si elle n'avait pas osé commencer dans sa cuisine, aujourd'hui, on ne verra pas ses produits exposés ici. Donc, c'est important de commencer petit et de pouvoir se développer. Et la dernière chose, ça, c'est un plaidoyer que je fais pour les structures qui accompagnent, pour l'État, pour tout le monde, de donner beaucoup plus de coups de main aux femmes qui sont dans le milieu rural. Elles en ont besoin. C'est des entrepreneurs de premier niveau, c'est des championnes. Mais aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est justement ces partenaires-là qui viennent vers elles, qui les accompagnent et qui sortent un peu des capitales régionaux. C'est important pour qu'elles puissent, elles aussi, bénéficier de tous les avantages que les gens de Dakar ont. Merci beaucoup. Nicolas, cette fois, la question, elle est facile. Oui, mais je vais rester sur 4 mots simples qui sont un peu dans la continuité de ce qui a été dit. Je dirais confiance. La confiance est toujours réciproque. Si on a confiance en soi, on va générer la confiance chez les autres. On a parlé tout à l'heure de l'accès au financement, c'est aussi une question de confiance. La ténacité, le leadership, ça va avec les 3 premiers. Et puis, une dimension très importante, c'est le collectif et l'équipe, parce qu'on ne réussit jamais tout seul. J'adore cette conclusion. Donc au niveau du public, si vous voulez poser des questions, la parole est à vous. Environ, je pense, 15-20 minutes. Je demande au timekeeper. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, peut-être levez-vous, on va vous donner le micro. Tout à l'heure, on parlait des femmes dans la tech, ou en tout cas dans l'innovation /tech. Et je pense qu'il y a un point qui est quand même assez important. J'ai vu qu'il y a des plaidoyers de femmes au sein des universités qui déplorent le manque de diversité au sein de la recherche de l'innovation. Et donc de pouvoir faire la promotion des femmes dans la recherche, dans la tech, et de faire en sorte, en mettant des dispositifs, peu importe lesquels, mais potentiellement paritaires, pour que les femmes soient plus représentées dans le domaine de la recherche, de l'innovation et des technologies. Merci, et ça je pense que nos amis de l'AUF pourront discuter de ça avec vous, parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup avec nous. Peut-être Michel, tu peux répondre, ou tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, mais en tous les cas au niveau de l'AUF, ils travaillent beaucoup sur cette mise en valeur des femmes aussi dans le programme de digitalisation.
notamment par toutes les universités aussi numériques et autres. Donc je pense que ça peut être intéressant que vous discutiez ensemble, ou si Michel, tu veux répondre, je te laisse libre de répondre. Merci, la Miss. C'est une pertinente question, une question qui nous interpelle. Et je vous assure que des initiatives sont prises, que ce soit dans le cadre de la promotion de réseaux de chercheurs femmes sur des problématiques sur lesquelles elles sont aujourd'hui incontournables. Hein. Et puis, il y a une autre initiative de la mise en place d'un observatoire. Beaucoup de choses sont en train d'être faites, surtout dans le cadre de la programmation en cours. Et nous sommes tout à fait disposés à rencontrer des gens pour qui cette question interpellerait. Quoi qu'il en soit, l'Agence universelle de la francophonie fait aujourd'hui de la question genre une question centrale. Et pour cela, nous sommes très, très disposés à échanger de vive voix et aller en détail sur certains aspects, mais des efforts sont en train d'être faits dans le cadre de programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre, justement. Merci beaucoup. Madame, du coup, je vous laisse la parole. Si on peut donner un autre micro à madame. C'est bon? Oui. Bonsoir à tous. Je me présente Yacine Djaniaï. Je suis l'initiatrice de la plateforme Ma Féminité qui promeut l'entrepreneuriat et le leadership féminin en Afrique francophone depuis 2017. Alors déjà, je prends parole juste pour soutenir, parce que pour moi, la sororité, c'est quelque chose de très important. Et sur ce plateau, il y a des dames magnifiques que je connais depuis des années, notamment Lamba, avec qui on collabore, avec nos structures ensemble pour montrer cet esprit de collaboration entre femmes, entre entreprises féminines, c'est très important. Sini, je pense aussi, depuis le début de ses activités entrepreneuriales, on s'est connus. On était toutes des débutantes et je suis vraiment fière de voir ce chemin parcouru. Donc déjà, je voudrais vraiment à faire ce soutien. L'autre chose, c'est juste un partage d'expérience sur un plan personnel, parce que j'ai une communauté de femmes entrepreneurs en Afrique et il y a toujours cette peur de se dire, est-ce qu'on peut réellement, comme Sini le disait, être femme, épouse, maman. Je suis maman de 4 filles. Je suis entrepreneur. Je suis épouse et je peux dire que toutes ces casquettes, c'est pas évident qu'on se dise la vérité. Parce que parfois aussi, il peut y avoir beaucoup de pression qu'on se met alors que nous sommes des êtres humains. Il faudrait qu'on ramène cette dimension d'humanisme. Et ce n'est pas du tout évident. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, Marina l'a dit, on n'est pas entouré par des gens qui nous comprennent, que ce soit l'époux, que ce soit la belle famille. On connaît le contexte social sur lequel on évolue. Et si je peux me permettre de faire des kilomètres pour aller former au-delà des frontières du Sénégal, c'est parce que j'ai une belle-mère qui me soutient et qui peut aujourd'hui prendre mes enfants, les regarder pour moi, ainsi que mon mari. Donc ça, j'appelle vraiment à cette entraide au niveau des familles, au niveau des belles-sœurs et tout, c'est très important. L'autre aspect, je pense que tout le monde l'a dit, et au niveau de l'entrepreneuriat féminin, je pense que parfois ce qui manque aussi, parce qu'il y a tellement de mécanismes, parfois de notions dont on parle. On dit qu'on le met en place pour les entrepreneurs, pour les femmes entrepreneurs, mais déjà, est-ce qu'elles en ont conscience? On parle d'innovation, on parle d'inclusion numérique et tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que ça leur apporte dans leur business?
C'est quoi la valeur ajoutée dans leur business? Et je pense que là, ce qui vient en premier, c'est inspirer, c'est informer, c'est sensibiliser. Et quand on parle d'inclusion numérique, il ne faut pas chercher à aller loin au niveau des outils. Nous, en 2019, on avait fait une caravane nationale sur l'importance de la digitalisation et de la formalisation. Parce que ce ne sont pas les mécanismes qui manquent, mais est-ce qu'on est apte à recueillir ces mécanismes-là? Quand on est dans l'informel, quand il y a eu la crise de Covid et qu'il y avait des appuis, une femme qui n'a même pas l'enregistrement, le NINEA, le RCCM, tu ne peux pas bénéficier de ces avantages-là. Donc ça déjà, il faudrait qu'on appuie les femmes à se formaliser. Pas tout le processus de formalisation, on sait que c'est assez lourd et que parfois quand on démarre, on ne peut pas le prendre en compte, mais au moins le minimum, la tenue d'une comptabilité, s'enregistrer, avoir un peu de fiscalité pour pouvoir prétendre au marché public. La digitalisation, bien sûr, tout ce qui est déjà plateforme sociale, comme l'a dit Lamba, WhatsApp Business déjà, c'est un petit pas, mais c'est déjà bien pour commercialiser, mais aussi se créer un réseau, juste à l'échelle nationale. Je suis productrice, il y a une autre dame qui est au niveau du Nord, qui est transformatrice. Si on nous met en contact, moi à Casamance qui fait la production, je peux lui transférer ces produits-là, elle est dans la transformation. Donc ce réseau-là déjà, entre femmes entrepreneurs, il faudrait qu'on puisse le créer. Et je pense qu'il y a déjà des dames qui sont là, qui travaillent sur ça, nous aussi. Et c'est quand nous tous, on va réunir nos forces qu'on va y arriver. C'était juste ma contribution. Je suis aussi co-lead d'une commission d'Igueninder à travers DID avec Mariama. Et voilà, on est vraiment très fiers d'être là. Merci. Merci beaucoup. Il y a un monsieur au loin qui lève la main. Donc pour des questions de parité, on va donner au monsieur. Bonjour à tous, je m'appelle Mariama Faye Khan, donc je suis chargée de communication interne au bureau opérationnel de suivi du PSE, le BOSS. Donc c'est une structure de l'État qui est rattachée à la présidence de la République et qui collabore depuis plusieurs années avec Enabel. Donc je tenais très sincèrement à féliciter pour l'excellente organisation de cet atelier. Par ailleurs, je suis la vice-présidente d'une association qui s'appelle JIDER. Donc, c'est des jeunes entrepreneurs du Sénégal et de la diaspora qui organisons en marge de la semaine de l'entrepreneuriat régulièrement un événement qui s'appelle le Women Entrepreneurship Day. Cette année, au vu du nombre d'événements intéressants auxquels justement on souhaitait participer, nous avons décalé la cérémonie au 3 décembre et nous allons certainement transmettre à Madame la représentante résidente une invitation ainsi qu'à l'ambassade de Belgique. Donc, au cours de cet événement, on valorise justement non seulement les he-for-she, mais surtout les femmes entrepreneurs. On leur donne l'opportunité de nous parler de leur parcours, des défis qu'elles ont eu à relever. Donc, on a eu à primer beaucoup de personnalités, Angélique Diaban, Fatou Kandé Senghor, Aïssatou Cissé, énormément de femmes dans toutes les industries et tous les secteurs économiques du Sénégal. Donc, je tenais sincèrement à encourager et féliciter les panélistes et dire qu'on les suit, tout comme on suit la page de Enabel sur les réseaux sociaux. Et je vais faire un plaidoyer parce que j'ai été responsable des ressources humaines au BOSS et souvent on finance surtout la gestion de projets. On nous a effectivement organisé un atelier sur le leadership féminin avec tout l'écosystème, c'était vraiment très bien, mais on a besoin au niveau des cellules communication d'avoir plus de benchmark, d'avoir plus de formation, parce qu'on l'a vu, et Monsieur Sahoyer l'a dit, lorsqu'on est agent de l'État, on pense que toutes les informations sont disponibles, mais en réalité, les bailleurs ne prennent pas trop en charge la communication. Donc, il y a une dichotomie et une asymétrie de l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste pour information, il faudra qu'on discute ensemble après. Allô? Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, je suis Maya Sine Diop, je suis country manager de l'ONG Reach for Change au Sénégal. C'est une ONG qui soutient les entrepreneurs sociaux.
Donc moi, je voudrais faire une petite contribution sur mon expérience de 8 ans en soutien aux entrepreneurs au Sénégal. Je pense qu'il faut un peu réfléchir aussi à lever les barrières sociologiques à l'entrepreneuriat des femmes au Sénégal. Je vais vous donner un exemple. Nous, dans le cadre de notre programme, il y a quelques années, on organisait un bootcamp. On a invité une femme, un entrepreneur, et elle était qualifiée pour venir dans le bootcamp. Elle nous a demandé, moi j'ai un bébé de quelques mois, comment je vais faire pour venir participer au bootcamp. On lui a dit, ok, vous pouvez venir avec votre bébé. Donc elle a demandé, bon, est-ce que je peux venir avec mon mari parce que pendant que je serai dans les ateliers, il faut quelqu'un pour garder le bébé. On dit, ok, vous pouvez venir avec votre mari aussi. Donc au lieu de booker une seule chambre, parce que c'était un bootcamp de 3 jours, on a booké une chambre pour 2 personnes, la prise en charge du bébé, tout ça. Et je pense que nous avons fait tout ça parce que nous voulons prendre en compte que c'est un cas particulier. Et peut-être que si on n'avait pas fait toutes ces actions-là, elle pourrait décliner sa participation. Et je pense qu'au Sénégal, le problème, ce n'est pas la promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes, c'est peut-être mettre en place des idées, des actions qui vont permettre de lever certaines barrières sociologiques. Les femmes au Sénégal doivent avoir plus accès à ces services. On doit plus réfléchir aussi à ce qu'on appelle les congés maternité, permettre aux femmes d'avoir des congés maternité qui leur permettent de mieux participer à l'activité économique. Parfois, pourquoi pas faire comme dans certains pays, avoir des congés maternité de 6 mois à 1 an, mettre en place un système social qui va permettre à une femme entrepreneur de pouvoir s'occuper de son entreprise à la fois et de s'occuper de son foyer. Parce que les femmes sont naturellement des entrepreneurs. Ce qu'on voit en Afrique, c'est extraordinaire. C'est pas, les femmes arrivent à gérer plein de choses. Ce n'est même pas seulement en Afrique, mais même dans le monde. Lors de la crise économique de 2008, il y a une étude qui a montré que les entreprises qui ont été gérées par les femmes s'en sont mieux sorties. Même la crise du Covid-19, les entreprises qui ont été managées par des femmes ont couru moins de risques de faillite que les entreprises gérées par les hommes. Ça veut dire que les femmes ont naturellement des atouts pour être entrepreneurs. Merci beaucoup. Particulièrement en Afrique, il faut lever ces barrières sociologiques. Moi, ce que je vous propose, c'est aussi que les hommes prennent un congé maternité et s'occupent de l'enfant pendant que nous, on s'amuse un peu au travail. Enfin, je dis ça. Donc, merci à tous d'être là et d'être venus. Je vais laisser Régine, la représentante d'Enabel. J'ose pas dire ton nom de famille, je prononce toujours mal les noms de famille. Mais en tous les cas, je te remercie infiniment de nous avoir permis d'être là aujourd'hui et je te laisse conclure. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, jeunes et moins jeunes. J'ai eu le plaisir de faire l'ouverture de cet atelier que j'appelle PS4D, Private Sector for Development. J'ai maintenant l'honneur de faire une espèce de clôture, même si je pense que les conclusions ont été dites. Et donc, personnellement, en fait, je tiens à vous féliciter, tous et toutes, d'avoir tenu le coup jusqu'au bout des 2 jours. Bravo, et d'avoir surtout montré autant de passion dans les débats aujourd'hui. Félicitations au panel. Un tout grand merci à mes collègues, Lamis et Tom et tous les autres, Aïda et tellement d'autres, Djibril, je n'arrive même pas à tous les mentionner d'avoir participé. Moi, je retiens surtout qu'il y a beaucoup... Wow. Vous imaginez, là? Ou alors c'est un espion russe. Non. Mais justement, je voulais venir au contexte mondial. C'est bon. On est en pleine COP27 aussi, quand même, en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Et ça n'a peut-être pas été abordé ici. Je pense, Nicolas, tu as parlé de l'aspect sociétal que les entrepreneuses ont peut-être plus en eux, en elles. Je pense que cette dimension changement climatique et le besoin pour tous les entrepreneurs du monde, ici, là-bas, hommes et femmes, de revoir le mode de production, que ce soit des biens ou des services. Comme le disait Günther Pauli, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre, « Soyons aussi intelligents que la nature ».
Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout sert à quelque chose. Dans nos modes de production, essayons de revoir la façon dont nous pensons nos économies, faisons-les plus vertes, plus digitales aussi, plus durables. Et une deuxième chose que Günther Paul il m'a appris, d'ailleurs on l'a invité ici au Sénégal pour visiter le Sine Saloum, il nous a ouvert toutes les opportunités de l'aquaculture, et je sais qu'il y a des aquaculteurs ici présents. Une deuxième chose qu'il disait, mais quand on regarde la nature, chacun a quelque chose à faire. Donc dans nos sociétés, accepter que tant de jeunes soient sans emploi dans les rues de Dakar ou de Bruxelles ou de n'importe où à ne rien faire, c'est inadmissible. Dans un écosystème en bonne santé, tout le monde a un rôle à jouer. Et je l'ai entendu dire ici tout à l'heure dans le panel, faisons un effort justement pour diriger toute notre attention vers cette jeunesse qui a tellement besoin d'un message d'espoir. Personnellement, je sors d'ici avec une très bonne humeur. Merci d'avoir participé à ces 2 jours. Ça ne se termine pas ici, c'est évident, ça continue. Madame Delcourt, tout à l'heure de l'ambassade, vous en a déjà parlé. La Belgique prépare son nouveau portefeuille bilatéral qui démarrera en 2024. Les débats de hier et aujourd'hui vont alimenter les réflexions au niveau de la coopération belge et je vous en suis éminemment reconnaissante. Merci à tous et toutes. Et je pense qu'il y a encore une suite. Il y a un petit cocktail de clôture à côté. Voilà, on peut continuer les débats entre nous en clôturant ici dans la grande salle, n'est-ce pas? Oui, alors Djibril, il y a un cocktail de networking. Voilà, un petit cocktail de networking. Soyez les bienvenus. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup.